S'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques bugs là. Tout le monde voit mon écran? Oh, Oui, tout le monde va rentrer. Moi, je vois. je continue. Donc aujourd'hui, nous allons voir le module concernant l'administration des machines virtuelles. Donc ça, c'est un module très important dans le cadre de la formation AZ104. Voilà. Euh, donc, déjà, faut savoir que une machine virtuelle, c'est un environnement qui est totalement virtualisé, qui va fonctionner sur un node physique. Donc lui, il va émuler les mêmes capacités et les mêmes fonctionnalités qu'une machine physique. Donc c'est réellement ça une machine virtuelle. On émule les capacités et les caractéristiques d'un hôte physique vers un node totalement virtuel. La machine virtuelle va s'exécuter sur son propre système d'exploitation, autrement appelé OS. Il va bénéficier aussi des mêmes équipements physiques que un autre physique, donc c'est-à-dire CPU, mémoire RAM, disque dur, carte réseau, carte mère. Il y aura ces mêmes composants sur une machine virtuelle. Et plusieurs machines virtuelles peuvent avoir des OS différents. Voilà, ils peuvent être, sinon supporter Linux, Mac OS, Windows, etc., etc. Mais ils devront toujours exister sur un node physique. Donc ici, la conception de machine virtuelle, même si c'est Azure, même si c'est cloud, sachez que il existe des hôtes physiques. La conception de l'on-prem et du cloud dépend de là où vous vous trouvez, du côté client ou du côté fournisseur. Donc on va voir ça plus en détail ici. Donc dans ce module, nous allons voir l'introduction machine virtuelle, puis configurer la disponibilité des machines virtuelles. Donc comme je le disais, le, euh, le cloud ou sinon la virtualisation dépend de là où on se trouve. Donc, quand tu es client, tout ce que tu fais sur le cloud est totalement virtuel, c'est transparent. Donc, souvent même, tu ne penses pas qu'il existe des hôtes physiques, qu'il existe des switches, des routeurs, euh, des serveurs. On a du mal même à imaginer ça dans notre esprit. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Il y a des serveurs, mais sauf que du point de vue client, tout est transparent et tout se fait par clic. Du coup, euh, on s'est dit que il n'y a pas d'autre physique. Mais du point de vue du prestataire ou du fournisseur, c'est de l'on-prem. Parce que ce sont eux qui ont tous les data centers, qui ont tous les systèmes de refroidissement, qui ont souvent des disques durs qui ne fonctionnent pas bien, qu'ils doivent remplacer, qui ont des RAM qui ne supportent plus, qu'il faut upgrade, etc., etc. Et même que il y a souvent des soucis d'électricité sur un autre, pas sur le data center, mais sur un autre. Ça peut être un souci d'alimentation, boîte d'alimentation d'un serveur, ou bien d'une prise, et tous ces soucis-là. Mais en fait, tout ça est transparent pour nous. Mais du point de vue du fournisseur, c'est de l'on-prem. Et du point de vue des clients, c'est du cloud. Donc, Microsoft a jugé bon de répartir la responsabilité des différents services sur le cloud. Donc, Microsoft ne sera pas responsable de tout sur le cloud. Non, c'est pas possible. Donc, il y a une partie qui sera forcément prise en charge par vous,
et une partie par Microsoft, et il y aura aussi une petite partie qui sera à la fois gérée par Microsoft et vous. Donc, c'est ce qu'on appelle les responsabilités partagées. Donc, il y aura des responsabilités qui vont incomber uniquement aux prestataires et aux clients. Donc, du point de vue local, donc, lorsque vous êtes dans l'on-prem, toute l'infrastructure vous revient. Du coup, vous êtes totalement responsable de toute votre infrastructure. Donc, c'est pareil pour Microsoft. Du point de vue du fournisseur, ils sont totalement responsables de toute l'infrastructure. Il n'y a personne qui va intervenir, soi-disant être responsable de, par exemple, des autres physiques ou bien du réseau. Non, tout est pour Microsoft et donc il n'y a aucun prestataire. Et c'est pareil pour vous. Dans votre entreprise, vous avez votre infrastructure locale et vous êtes responsable de l'infrastructure locale. Ce n'est pas Microsoft qui sera responsable des défaillances sur cette infrastructure. Et lorsqu'on commence à opter vers le premier niveau de cloud, c'est-à-dire IaaS, Infrastructure as a Service, où on délocalise tous nos centres de données, le réseau physique et les réseaux physiques, en ce moment-là, ces aspects-là sont gérés par le prestataire. Et nous, on ne gère que l'installation. Donc, l'installation des systèmes d'exploitation, le contrôle réseau, les applications qui seront sur ces autres physiques, les identités. Donc, si vous utilisez Active Directory ou un autre gestionnaire d'annuaire, c'est vous qui allez gérer toutes ces parties, les identités, les applications et toutes les informations qui seront sur ces autres. Lorsqu'on monte un cran de plus sur l'offre PaaS, donc Platform as a Service, et dans ce cas, toute infrastructure aussi est délocalisée. Donc, vous, ce que vous gérez, euh, vraiment, ce que vous gérez, c'est les accès, les identités, la configuration de l'appareil, les données qui seront sur les appareils. Tout ce qui est haute physique, centre de données, système d'exploitation, serveur, c'est le prestataire qui va gérer. Donc, dans le cas de Azure, ce sera Microsoft. Mais vous avez des responsabilités partagées avec Microsoft à un certain niveau. Au niveau du contrôle réseau, parce que tous les autres sont délocalisés, même les systèmes d'exploitation. Du coup, les équipements réseau ne seront pas totalement à votre charge. Par contre, les configurations, oui. Donc, les applications aussi, parce que dans l'offre pass, vous pouvez utiliser les applications qui seront fournies par la plateforme. Ou vous pouvez aussi installer vos propres applications, mais qui seront gérés d'une part par le prestataire et d'autre part par vous, dans la mesure où c'est vous qui allez configurer, qui allez faire vos changements et autres. Les identités l'annuaire, pareil. Et dans l'offre SaaS, qui est, on va dire, l'offre vraiment full cloud, dans ce cas-là, Microsoft est responsable de presque tout, à l'exception des identités et de l'annuaire que vous allez partager. Donc, c'est comme euh, Intra-ID, donc ou anciennement appelé Azure AD, qui est l'annuaire de Azure. Dans ce cas-là, Microsoft vous offre le service, le système d'annuaire des identités. Mais c'est vous qui allez faire vos configurations, vos enregistrements. Donc, c'est vous qui allez créer encore les comptes. Donc, vous êtes totalement responsable de la création des comptes, des appareils qui vont se connecter. Voilà. Donc, vous allez créer des comptes invités, des comptes clients, guests, les comptes membres. Vous allez leur signer des rôles, des fonctionnalités et autres. Donc, vous serez responsable de toutes ces parties-là. Donc, c'est très important de savoir, en fait, dans quel système on est et la perception du cloud du point de vue client et du point de vue prestataire. Et si vous remarquez, depuis la formation, le terme planifier est beaucoup utilisé. Moi, j'aime bien répéter ça parce que c'est très important. Le- L'arrivée sur le cloud, les déploiements sur le cloud, les migrations sur le cloud doivent être planifiés et rigoureusement.
Donc, si vous optez pour des solutions cloud ou vous optez étendre, pardon, votre infrastructure locale vers Azure, vers le cloud, il faudra vraiment une grosse planification. Donc ici, on parle de planification des machines virtuelles. Les machines virtuelles peuvent se créer de différentes manières. Voilà. Mais vous devez commencer toujours par le réseau. Tout compte fait, vous pouvez créer un réseau virtuel avant de créer une machine virtuelle. Mais aussi, lors de la création de la machine virtuelle, on va vous demander le réseau sur lequel il faudra connecter la machine virtuelle. Donc, vous pouvez aussi créer le réseau au moment de la création de la machine virtuelle, parce qu'on avait vu dans les modules passés. Donc, c'est simple, la création de la machine virtuelle. Vous pouvez rechercher sur le portail machine virtuelle, virtual machine. On va vous demander de créer une nouvelle machine. Vous allez entrer le nom, l'emplace, la subscription. Donc, c'est important. Donc, il faudra connaître l'abonnement de facturation. On va vous demander de spécifier le ressource groupe. On va vous demander également l'emplacement du point de vue de la région. Voilà, parce que certaines régions vont offrir plus de fonctionnalités que d'autres. Donc, en fonction de vos besoins, il faudra vraiment faire une bonne planification. Et on va vous demander de spécifier le réseau. Si vous avez déjà un réseau, tant mieux. Si vous n'avez pas, ils vont vous obliger à créer le réseau parce qu'il faudra que la machine puisse être disponible lors de la création. Voilà. Et donc, l'emplacement va définir aussi le tarif, mais aussi les caractéristiques du serveur. Donc, il y aura différents types de serveurs en fonction des capacités, des fonctionnalités euh, et des performances que vous allez définir. Mais d'une région à une autre, les prix peuvent considérablement changer. Pour ça, on avait expliqué, tout dépend des coûts d'implantation des data centers de Microsoft dans cette région, dans ce pays, dans cette zone et tout ça. Donc, vu que le coût peut être influencé par divers facteurs, à savoir la région, mais aussi les fonctionnalités, non pas dans les performances. Donc, il est important de choisir le bon dimensionnement de vos machines virtuelles. Donc, on a différents types. On a, avant tout, ce que vous allez beaucoup utiliser, c'est-à-dire l'usage général ou general purpose. Et ici, bon, ici, c'est une description simple, hein. Donc, ratio processeur sur mémoire. Vous pouvez utiliser ce type de serveur. Ce sont ceux-là qui sont généralement utilisés parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser un seul serveur très optimisé, payer cher, comme utiliser un petit serveur et trouver des moyens d'équilibrer la charge plus tard. Donc, en fait, il y a différentes solutions. C'est pourquoi je parle toujours de planification. Vous pouvez utiliser des ordinateurs, bien des serveurs très, 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 très puissants, mais vous allez payer cher pendant que il y avait des alternatives, des solutions que vous aurez pu mettre, équilibrer les charges et payer moins. Mais on va voir aussi les différentes manières d'équilibrer aussi dans ce module, hein. Voilà. De ne pas forcément payer super plus, mais utiliser les bonnes fonctionnalités, les bons outils de Microsoft. Ensuite, on a le type optimisé pour le calcul. Donc ici, ce sont des VM qui auront une grosse puissance de processeur, mais avec un peu moins de mémoire. Voilà. Donc, ils seront utilisés vraiment pour les applications, pardon, pour les serveurs web qui ont un trafic assez moyen, pour les appliances réseau, lorsque si vous voulez déployer des appliances réseau, euh, aussi pour des processus de traitement. Voilà. Donc, si vous avez un système de traitement ou bien des systèmes de gestion de queue,
et que vous n'utilisez pas forcément la solution Azure Bus, mais autre chose, vous pouvez utiliser ce type de, de machines virtuelles. Ils sont aussi utilisés pour les applications, comme serveur d'application. Après, on a le type mémoire optimisée. Donc, c'est-à-dire, eux, ils sont optimisés au niveau de la mémoire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la mémoire est beaucoup plus grande que le processeur. Donc, eux seront utilisés généralement pour les bases de données relationnelles. Lorsque vous voulez faire du cache avec des tailles assez moyennes ou bien même de grande taille, ils seront utilisés aussi pour des serveurs d'analyse numérique. Voilà. Bon, pour les caches, généralement, dans des grosses infrastructures où on a besoin vraiment d'un système à faible latence, vous pouvez utiliser des caches, un serveur de cache. Donc, vont stocker. Euh, allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? En termes de RAM, processeur, pour pouvoir rapidement traiter la demande. Pourtant, si un serveur de cache, automatiquement, ces informations-là sont accessibles sans un grand traitement de données. Après, on a le type optimisé pour le stockage. Est-ce que vous Donc m'entendez? ici, ce sont des VM avec des disques durs qui sont beaucoup plus grands. Donc, ils seront plus utilisés pour le big data, les bases de données SQL ou les bases de données non relationnelles, dont nos SQL, euh, pour la conservation des données, notre composage de données, pour même des caches, mais de petites tailles, des tailles moyennes, et puis aussi pour les bases de données de type transactionnel, donc pour les bases de données de type bancaire, euh, finance, Allô? ce genre de Allô? choses. Ensuite, on a le GPU. Ici, c'est vraiment des machines virtuelles qui ont des performances graphiques très élevées, comme les gamers. Voilà. Donc, ils vont pouvoir vous faire, ils sont beaucoup utilisés pour les retouches, pour les trucs graphiques, ou bien même pour tout ce qui est IA, donc deep learning et autres apprentissages. Et en fait, L'écran de la tournure reste figé performance. chez moi, hein. Donc, généralement, c'est les machines virtuelles de type HPC, qui sont des VM, pardon, qui ont des processeurs qui sont vraiment conçus, euh, on va dire de dernière génération et qui sont très puissants, très puissants. Voilà, qui peuvent vous chercher retrouver peut-être un seul nom dans une base de données peut-être de 40 millions de lignes d'entrée en peut-être 30 minutes, quoi. Souvent même moins. Tout va dépendre. Mais vous voyez un peu la performance. On parle de quelque chose de peut-être 50 millions, 100 millions de lignes. Allô, Donc Dominique? ça, c'est pas possible avec Dominique? nos ordinateurs ou Allô, nos Dominique? Allô? par défaut. Excusez-moi, vous voyez bien mon écran, Non, 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 le non, non, PowerPoint, tout ça. non. Parce qu'il me semble que ça me fait savoir que ça C'est plus. s'affiche pas bien. Voilà, ça marche pas bien. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, ok, d'accord. Peut-être que oui, il y a une petite latence ou un bug. Ah, désolé, hein. Mais en tout cas, si vous avez un souci, n'hésitez pas. Euh, ok, du coup, lorsque vous créez une machine virtuelle sur Azure, on va rester sur Azure. Lorsque vous créez une machine virtuelle sur Azure, elle va comporter au moins deux disques.
Donc, un disque d'exploitation ou disque système sur lequel le système d'exploitation sera installé, généralement le C. Et vous avez un deuxième disque qui est un disque temporaire. Voilà. Généralement en D. En tout cas, si vous devez créer, ce sera forcément en D. Sauf si vous changez les lettres. Et donc, ce disque D qui apparaît, c'est un disque temporaire. Lui, il va juste stocker des données vraiment temporaires, comme les Allô? logs, euh, Allô? les Allô? événements qui se sont passés de manière temporaire. Donc, lui, il sera perdu à un moment donné. Donc, sinon, les données qu'il comporte seront perdues lors d'un redéploiement de la machine virtuelle ou des événements de type arrêt inattendu ou redémarrage ou maintenance planifiée. Toutes les données de ce disque ou même le disque même peut être perdu juste après ces, ces événements. Donc, en premier lieu, un redéploiement de la VM. En deuxième lieu, ajouter autant que possible, autant que vous voulez. Et tous ces disques de données sont rattachés à un compte de stockage. Le compte de stockage ici, il est de type blob. Donc, ce sont des objets blob Azure qui y seront. Et rappelez-vous, je vous ai dit que ce sera un type que vous allez beaucoup utiliser, beaucoup rencontrer, parce que ce type peut conserver tout type de données. Donc, que ce soit les images, les fichiers TXT, les fichiers Word, Excel, les dossiers, les documents, tout, des vidéos, des audios, tout. Donc, même les fichiers binaires. Donc, c'est normal qu'ils soient directement rattachés au disque des machines virtuelles. Et pour les disques, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme on-prem. C'est comme vos ordinateurs, c'est comme vos serveurs que vous achetez. Vous avez l'opportunité de choisir le type de disque que vous voulez en fonction de votre boost, en fonction des performances que vous voulez avoir et en fonction de la criticité des applications ou du serveur que vous voulez déployer. Donc, si vous voulez des applications qui vont tourner vraiment sur une faible latence, en dehors des cas du redimensionnement de, de la VM, donc des types de VM, vous pouvez choisir aussi les types de disques durs. Donc, ils peuvent être fournis en disque dur HDD comme les disques durs SSD. Et ce qui est bien, vous avez différents types de disques durs SSD. Il y en a ceux qui sont premium et ceux qui sont ultra. Donc, il y a une différence et la différence est vraiment en termes de IO. Donc, tout ce qui est traitement inbound, outbound. Donc, vitesse de traitement entrée-sortie. Voilà. Donc là, ils vont vous dire que peut-être en mode premium, ils peuvent traiter jusqu'à, je sais pas, 45 000 euh, données en entrée, donc par seconde, voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Bon, autre chose que j'allais oublier, c'est que les disques durs qui sont créés ici, hein, généralement sont des disques durs managés. Lors de la création, vous pouvez, bon, ils vont vous demander dans le formulaire, est-ce que vous voulez des disques durs managés? Donc, je crois que c'est une case à cocher. Vous cliquez oui, ce qui veut dire que ce sont des disques durs que euh, Microsoft aura accès. Ils vont pouvoir monitorer
ils pourront faire des interventions sur ces disques durs en cas de défaillance. Donc, il y a des SLA sur ces disques durs. Par contre, si vous ne choisissez pas cette option, donc ils vont devenir des disques durs non managés. Du coup, vous allez être totalement responsable de ces disques durs, même en cas de défaillance. Microsoft ne fera rien. Donc, il faut faire très attention. Généralement, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser les disques durs managés. Maintenant, si vous trouvez que c'est risqué, vous pouvez utiliser les disques durs non managés à votre convenance. Donc, une fois que vous créez vos machines virtuelles, il faudra vraiment traiter le mode d'accès à ces machines virtuelles. Et vous avez plusieurs manières d'accéder à vos machines virtuelles. Dans un premier temps, on sait tous que l'outil d'administration prisé par tous les administrateurs et par les utilisateurs de Azure sera le portail. D'ailleurs, vous pouvez créer les machines virtuelles à partir du portail ou à partir des templates. On avait vu avec Azure ARM. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous maîtrisez très bien le code, donc à partir des scripts. Mais l'outil qui sera le plus utilisé et facile à utiliser, ça sera euh, le portail Azure. Donc, vous pouvez vous connecter à une machine virtuelle via le portail Azure. Mais vu que le portail ne doit pas être accessible à tout le monde, à tous les utilisateurs, hein, il faut leur trouver un moyen d'accès plus facile, plus safe. Donc, c'est ainsi que Microsoft a mis en place une solution appelée Azure Bastion. Donc, l'Azure Bastion, c'est une plateforme qui est totalement gérée par Microsoft. Bon, quand je dis plateforme. Donc, voyez, quand je dis plateforme entièrement managée, voyez des offres pass. Donc, plateforme as a service. C'est quelque chose que vous utilisez qui est directement chez Microsoft. Vous pouvez déployer, si vous voulez le vôtre, ben, ça sert à rien. Vous mieux utiliser celui que Microsoft fournit. C'est encore mieux. En plus, s'il y a des SLA, s'il y a des soucis, ils pourront facilement gérer. Donc, lui va fournir des connectivités RDP et SSH. RDP pour les connexions vers des machines, des serveurs Windows. SSH pour les connexions sécurisées vers des machines Linux. Et tout ça, c'est sécurisé via des protocoles SSL, TLS pour pouvoir accéder. Et ce qui va se passer, c'est que Azure Bastion, lui, il va vraiment protéger votre infrastructure contre l'exposition des ports, c'est-à-dire le port RDP, le port SSH, et même aussi les adresses privées des serveurs derrière. Donc, je vais mieux expliquer ça à partir du schéma. Donc, ici, vous avez le portail. Voilà. Vous avez l'utilisateur. On sait tout ce que on peut utiliser. Pardon, voici le portail. On sait que tout ce qu'on peut passer par le portail pour accéder. Voilà. Donc, il est possible maintenant d'utiliser Azure Bastion. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une connexion qui va passer par le portail. Parce que de toutes les façons, l'accès à l'environnement là-bas, même si c'est euh, par peut-être une console, va toujours créer une connexion via le portail. Mais c'est vraiment transparent. Donc, voilà pourquoi c'est mis ça ainsi. Va créer une connexion vers le portail et pour atteindre maintenant Azure Bastion. Donc, une fois que vous atteignez Azure Bastion, ce qui va se passer, c'est que on va vérifier, Azure Bastion va vérifier avec quel protocole vous vous connectez et quel protocole vous cherchez à joindre. Ensuite, vérifiez l'IP de la machine que vous voulez joindre. Par contre, l'IP que vous allez chercher à joindre sera l'IP, sinon l'IP de connexion de ça. Et par rapport on va dire, aux entêtes, à la requête, à tout ce qui est dans le paquet que vous lancez, il va devoir analyser la requête qui est envoyée et transmettre ça vers l'IP privé
de la machine Azure que vous cherchez à joindre. Et tout en respectant le protocole. Si l'IP est correct, le protocole est correct, dans ce cas-là, la connexion sera établie. Donc, si c'est vraiment un serveur Linux que vous utilisez du RDP pour vous connecter, ça ne passera jamais. Il sera bloqué ici. Quand bien même les informations seront correctes, mais le port de connexion n'est pas correct. Donc, il ne pourra pas passer. Par contre, si c'est un serveur RDP que vous utilisez les bonnes informations, dans ce cas, Azure Bastion va vous aiguiller vers le serveur que vous cherchez à joindre. Par contre, vous, il va jamais exposer l'IP privé du serveur et les ports qui seront utilisés pour atteindre ce serveur. Donc, c'est ça son rôle, en fait. Et lorsque euh, la requête sera envoyée au serveur, il va répondre à Azure Bastion. Azure Bastion va maintenant euh, ouvrir la session RDP ou SSH. Ensuite, vous pourrez avoir accès au serveur. Donc, voici comment réellement ça fonctionne et tout. Donc, Azure Bastion, pour faire une analogie avec l'environnement on-prem, il va réagir comme une DMZ. Voilà. Il va réagir comme une DMZ. C'est tout. Maintenant, on va voir la disponibilité des machines virtuelles. Donc, la disponibilité des machines virtuelles, il faut savoir avant tout que c'est c'est le fait de rendre le service qui est porté par les machines virtuelles ou les serveurs disponibles. Quel que soit ce qui va se passer, il faut les rendre disponibles. Donc, si vous avez des machines virtuelles qui portent des services de messagerie, des services de SFTP, c'est-à-dire de transfert, des services, je sais pas, FTP ou autre, donc de tout ce qui est transfert, et qu'il y a un incident, il faudrait que ces services-là soient toujours disponibles. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, de cette section de ce module. Rendre les services qui sont portés par vos machines virtuelles toujours disponibles, peu importe les intempéries. Donc, pour cela, Azure a mis en place différents types de maintenance euh, et de temps d'arrêt. Et on va dire différentes solutions pour pouvoir garantir que euh, les services seront toujours disponibles, quel que soit ce qui se passera. Donc, en premier lieu, on a les maintenances non planifiées. Donc, quand on parle de maintenance non planifiée, c'est que il s'agit d'une maintenance qu'on doit faire sans, bon, je veux dire, j'ai envie de dire de manière en, en, un peu à la va-vite ou bien pour répondre à une intempérie, pour répondre à une défaillance, pour répondre à un aléa, tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas, qui n'a, pour lesquels on n'a pas prévenu les utilisateurs. Et c'est dans ce cas-là qu'on fera une maintenance matérielle non planifiée. Donc, la maintenance matérielle non planifiée peut venir lors, bon, juste après une défaillance d'un équipement, défaillance euh, peut-être d'une boîte d'alimentation, du ventirad, ou bien du système de refroidissement du rack, ou même du ventirad même d'un serveur. Et dans ce cas-là, il y a un événement qui se crée, qui est appelé
maintenance matérielle non planifiée. Et donc, pour pouvoir rendre toujours disponible le service qui est porté par les machines virtuelles qui seront impactées, hein, il y a ce qui est appelé, il y a une action qui est appelée migration en direct. Dans ce cas-là, va, le serveur va migrer automatiquement vers un autre serveur sain. Et la VM va migrer. La VM va se déplacer d'un serveur à un autre, Voilà. ou bien, si vous voulez, d'un node physique à un autre. Parce que ça peut être une défaillance, la défaillance là est matérielle et peut impacter plusieurs serveurs dans le rack. La défaillance peut être aussi sur un seul hôte du rack. Donc, dans ce cas, automatiquement, les systèmes vont détecter que cette VM-là veut s'éteindre, ou bien cette VM, ou bien ce hôte-là va s'éteindre bientôt. Dans ce cas-là, toutes les VM qui sont portées par ce hôte vont migrer vers un autre hôte ou vers un autre rack. C'est ce qui est appelé la migration en direct. Ensuite, on a le temps d'arrêt inattendu. Donc ici, ça arrive continuellement et partout. Donc, parce que généralement, ce sont les coupures d'électricité, par exemple. Donc, même on-prem, ça existe. Et même que souvent, le système de backup au niveau énergétique ne prend pas automatiquement. Mais Azure a prévu tout ça. Malgré qu'ils ont des serveurs, pardon, ils ont des data centers qui sont totalement redondants, qui sont totalement fournis en électricité, qui sont indépendants du système électrique d'un pays, hein, mais il arrive quelquefois qu'il y ait des coupures. Mais c'est tout très souvent transparent pour les utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, il faut des actions automatiques pour que les services qui sont portés par les machines virtuelles qui sont impactées soient toujours euh, accessibles ou disponibles. Donc, cette action automatique est appelée migration automatique ou aussi réparation. Parce que ce qui va se passer, c'est que le système va détecter que les machines sont en train de s'éteindre. Du coup, elles seront migrées vers d'autres serveurs. Mais vu que certains, même peut-être étaient en train de s'éteindre ou même être éteints, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura quand même des fichiers, même quand ces machines virtuelles vont migrer vers un autre hôte, il y aura des fichiers qui seront quand même indisponibles. Et c'est ce qui arrive souvent lorsque nos ordinateurs n'ont pas d'autonomie et qu'il y a une coupure d'électricité. Quand souvent vous rallumez, on dit réparation du système. C'est un peu ce qui va se passer. Mais sauf que le serveur va pas s'éteindre, sinon le service ne va pas vraiment être indisponible. Il va migrer, les VM vont migrer vers un autre hôte et il y aura quand même pour certains serveurs une réparation des fichiers. Mais donc, vous pourrez le sentir juste à partir peut-être de la lenteur d'accès. Mais vous ne pourrez jamais savoir qu'il s'agissait d'un temps d'arrêt inattendu. Voilà, vous pourrez vous dire que c'est une souci de connexion, faible débit, etc., etc., etc. Mais pas derrière, voici ce qui va se passer. Ensuite, on a les maintenances planifiées. Donc, les maintenances planifiées, sont vraiment utilisées soit pour des remplacements d'équipements, euh, des mises à jour qui sont généralement faites périodiquement, apportées par Azure, Microsoft. Donc, ça peut être des mises à jour correctives, des mises à jour de sécurité, etc., etc., qui peuvent arriver chaque semaine, qui peuvent arriver chaque 2 semaines. Tout compte fait, vous serez toujours informé par mail. Vous allez recevoir la liste des serveurs qui seront patchés, la liste des serveurs qui seront mis à jour. Ils vont vous donner les détails de l'heure à laquelle les opérations se feront.
on va vous donner une plage horaire pour dire qu'à telle heure, dans cette plage-là, ces serveurs-là vont redémarrer, mais les services seront disponibles. Voilà, voilà, voilà. On va vous donner tout le programme et les patchs qui seront, ou bien la mise à jour qui sera effectuée. Ensuite, vous allez avoir même un reporting en Excel de tout ce qui a été fait et de l'état maintenant de vos serveurs. Donc, une autre solution pour rendre totalement disponibles vos machines virtuelles, c'est d'utiliser des groupes de disponibilité ou bien des groupes à haute disponibilité. Donc, les autres groupes à haute disponibilité sont rien d'autre que des regroupements logiques de machines virtuelles. Leur objectif, c'est de vraiment de réduire les risques de défaillance, les risques de d'incidents corrélés, voilà, qui vont entraîner par exemple des pannes euh, simultanées qui qui risquent d'impacter toutes les machines virtuelles qui seront associées. Voilà. Donc, si vous avez euh, par exemple, pour un déploiement d'une application, vous avez 10 machines virtuelles et que tous les serveurs sont interconnectés, donc ils sont tous dépendants, soit d'informations, soit des données qui migrent, soit des traitements d'un processus et tout ça. Si une machine virtuelle tombe, c'est presque sûr que les autres ne pourront pas vraiment fonctionner correctement. En tout cas, l'application ne pourra pas fonctionner correctement. Donc, et même peut rendre indisponible 50% des fonctionnalités de l'application, même plus. Voilà, ça va dépendre du lien. Et dans ces cas-là, vous pouvez créer des groupes à haute disponibilité, voilà, pour les rendre vraiment disponibles. Donc, on avait dit que dans chaque data center physique, il y a ce qu'on appelle aussi des zones de disponibilité. On avait vu ça lorsqu'on parlait. S'il n'y a pas plusieurs data centers, on peut pas parler de zone de haute disponibilité. Parce que si la zone est indisponible, bah, non, une autre data center qui pourra faire une reprise. Donc, au minimum de deux, de plusieurs data centers pour pouvoir avoir une zone de disponibilité. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez créer un groupe de haute disponibilité, dans une région, bien sûr, les, et les VM qui seront dans ce groupe de haute disponibilité seront dupliqués vers une autre région ou bien vers un autre data center. Et ils seront totalement à jour avec les mêmes informations. Quand vous allez créer le groupe de haute disponibilité, ce groupe-là va partager ce qu'on appelle un même domaine d'erreur. Et au minimum, vous devez avoir deux domaines d'erreur. Ensuite, ils vont avoir également un domaine de mise à jour. Vous pouvez créer plusieurs, minimum deux. Vous pouvez en créer plusieurs. Les domaines de mise à jour, pardon, les domaines d'erreur sont là, en fait, pour détecter les défaillances et apporter une action. Et une action derrière ce détectage d'erreur. Quand une erreur sera détectée par ce domaine d'erreur, tous les serveurs qui vont partager le même domaine d'erreur, normalement, seront indisponibles. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont migrer vers un autre host. Ou bien, automatiquement, on va détecter que dans ce groupe-là, il y a un souci. Ils vont migrer automatiquement. Il y aura une bascule vers euh, l'autre groupe de disponibilité. Donc, c'est ce qui va se passer. Pour les domaines de mise à jour,
on a dit que c'était vraiment pour des maintenances planifiées. Voilà. Donc, les serveurs qui vont partager le même domaine de mise à jour vont redémarrer en même temps. Donc, pour ne pas que dans votre groupe de redisponibilité encore, tous les, vous, tous les serveurs aient le même domaine de mise à jour et redémarrent en même temps, vous allez créer plusieurs domaines de mise à jour. Donc, ce qui veut dire que pendant qu'un serveur redémarre, l'autre est encore disponible. Donc, il peut porter le service. Et ainsi de suite. Donc, chacun va redémarrer à tour de rôle. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc, quand vous voyez groupe à haute disponibilité, pensez redondance, pensez euh, euh, équilibrage de charges, voilà. Pensez utilisation de machines virtuelles, pensez utilisation des machines virtuelles identiques, c'est-à-dire des machines virtuelles qui ont les mêmes caractéristiques que autres. Pensez disques durs managés, voilà, parce que les disques durs non managés pourront pas faire ce genre de migration-là, parce que dans ce cas-là, c'est vous qui êtes totalement responsable de ces disques durs. Donc, pour la migration d'une région à une autre, il y a un équilibre des charges logique qui va se mettre en place. C'est pas vous qui allez forcément configurer. Mais le fait que vous créez un groupe à haute disponibilité par derrière, il y a ces fonctionnalités-là qui vont s'activer. Lorsqu'il y aura un souci dans ce groupe-là, automatiquement migrer vers l'autre. Donc, c'est tout ça. Et la détection d'erreurs, de redémarrage est fait par les domaines d'erreurs, les domaines de mise à jour. Donc ici, on va bien voir en détail les notions de domaine de mise à jour et de domaine d'erreur. Donc ici, sur la slide, on a deux racks, voilà. Et dans le premier rack, c'est-à-dire le rack de gauche, on a le domaine d'erreur, on a deux machines virtuelles, on a un groupe de haute disponibilité avec le rack 2, donc le deuxième serveur. On a un deuxième groupe de haute disponibilité uniquement pour les bases de données aussi, avec le deuxième serveur. On a, bon, update domaine, donc domaine de mise à jour 0. On a domaine de mise à jour 0 aussi en bas. Dans le deuxième serveur, on a un domaine de mise à jour en haut, le même domaine de mise à jour en bas. OK. Du coup, j'avais dit que les domaines de mise à jour sont utilisés pour les maintenances planifiées. Donc, généralement, les redémarrages planifiés, les mises à jour et autres, patching de sécurité et autres. Du coup, seuls les serveurs qui vont partager le même domaine d'erreur, qu'est-ce que je dis? Le même domaine de mise à jour seront redémarrés à la fois lors des maintenances planifiées. Donc là, on a deux racks, on a deux serveurs, et dans ces racks et dans ces serveurs-là, chacun a deux machines virtuelles. Donc, le rack de gauche, les serveurs partagent le même domaine d'erreur. Dans le serveur de droite, les serveurs partagent aussi le même domaine d'erreur, mais différent de celui de gauche. Du coup, s'il y a une maintenance planifiée, les serveurs vont pas tous redémarrer en même temps. Seuls ceux qui partagent le même domaine d'erreur, le domaine de mise à jour vont redémarrer ensemble. Donc, malgré qu'il y ait ce groupe de haute disponibilité entre les deux, c'est uniquement ceux-là qui vont redémarrer. Donc,
tous les serveurs qui seront dans le groupe de haute disponibilité ne vont pas redémarrer. Et les serveurs encore de ce rack-là seront toujours actifs. Ce qui veut dire que les services seront toujours disponibles ici. Toujours. Donc, c'est ça l'objectif même du update domaine, donc du domaine de mise à jour. Donc, Allô, c'est vous ça pareil m'entendez? ici. Est-ce que vous Quand m'entendez? il y aura une maintenance planifiée, Dominique, tu par m'entends? exemple, si c'est, et que ça doit impacter même ces deux serveurs, Allô, et Dominique? que celui-là doit redémarrer en premier, les serveurs qui seront ici vont redémarrer à tout déroule. Par contre, ceux-là vont redémarrer uniquement quand ceux-là auront fini. Parce qu'ils ne partagent pas le même domaine de mise à jour, même s'ils sont dans le même groupe à haute disponibilité. Donc, chacun va redémarrer à tout déroule, permettant ainsi aux utilisateurs de pouvoir toujours accéder aux ressources et aux services qui sont portés par les machines virtuelles. Ensuite, on a le domaine d'erreur. Donc, le domaine d'erreur, voyez un point de défaillance commun entre les différents composants du hôte physique. Donc, lui, il est réellement pour les hôtes physiques. Voilà. Donc, c'est le point de défaillance commun au niveau du hôte physique. Du coup, si par exemple ici, vous avez un souci d'électricité ou bien d'alimentation, donc dans ce cas, on n'est pas dans quelque chose de planifié. Donc, arrêt inattendu, quoi, maintenant non planifié, tout ça. Hein. C'est ce domaine d'erreur-là qui sera impacté. Donc lui, il sera totalement dissocié de celui-là parce qu'il ne partage pas le même domaine d'erreur. Et ici, il n'y a rien. Donc, s'il y a un redémarrage ou bien une action à faire, des remplacements à faire ici, ils vont rendre indisponibles ces serveurs-là. Vu qu'ils sont dans des groupes de haute disponibilité, ils partagent le même domaine d'erreur, ça va impacter ceux-là, mais pas ces serveurs. Et les services qui seront portés par ce rack ou bien par ces serveurs-là seront toujours disponibles. Toujours disponibles. Donc, même si euh, vous avez des groupes de haute disponibilité, automatiquement, ils vont migrer. Si vous avez utilisé des domaines d'erreur, ils vont pas tous redémarrer en même temps, ou bien ils vont pas tous s'éteindre en même temps. Et n'oubliez pas que il y a des actions derrière les maintenances inattendues et non planifiées. Donc, soit migration en direct, soit réparation. Mais il y a aussi une migration automatique. Donc, en plus de ça, ceux qui sont ici seront toujours disponibles et les services pourront être utilisés par les utilisateurs. Donc, que ça soit des machines virtuelles, c'est-à-dire des types web, que ça soit des bases de données, ils seront tous disponibles. Ah. Et donc, là encore, on parle de zone de disponibilité, mais en nous présentant, en nous présentant euh, un type de réplication que nous avons déjà vu. Donc, il s'agit du ZRS. Les ZRS, c'était un type de réplication qu'on avait vu, où on avait trois copies dans chaque data center disposées À l'intérieur dans d'une même région. trois zones de disponibilité. Ce qui veut dire que si une zone de disponibilité n'est pas disponible, vu qu'il y a une réplication asynchrone qui se fait, vous pourrez toujours vous connecter ou bien les données seront toujours disponibles via les deux autres zones de disponibilité. Et bien tout ça, c'est transparent pour vous. Par contre, c'est des actions que vous devez, bon, c'est des fonctionnalités que vous devez activer. Lorsque vous créez des ressources, par exemple, d'un compte de stockage, vous créez des VM, etc., etc., on va vous demander de choisir la stratégie de réplication. LRS, ZRS, etc., etc. Mais généralement, pour les services un peu critiques, c'est ZRS qui est beaucoup utilisé parce que les autres sont beaucoup plus chers. LRS ne protège pas tellement parce que vous avez trois copies uniquement dans un même data center. Ce qui veut dire que si le data center a un souci, par exemple, subit des intempéries naturelles, c'est fini, vous n'aurez plus vos données. Par contre, le ZRS, vous pourrez espérer avoir vos données dans l'un des data centers, l'un des autres data centers ou zones de disponibilité. Donc, c'est un système qui est très efficace, redondant, qui va vous protéger contre les failles des centres de données, contre les catastrophes qui pourraient arriver dans
une partie d'un pays, dans une zone et tout ça. Et ce qui est super, c'est que même dans ce fonctionnement-là, il y a la notion de zone de mise à jour et zone d'erreur. Donc, les zones de disponibilité, vous pouvez le définir aussi simplement. C'est la combinaison de d'un domaine d'erreur et d'un domaine de domaine de mise à jour. Donc, c'est la combinaison des domaines d'erreur et des domaines de mise à jour. Parce que ce sont eux qui vont former même la zone de disponibilité. Que ce soit groupe de disponibilité, que ce soit zone de disponibilité, ce sera toujours cette combinaison-là. Parce que l'objectif, c'est de rendre hautement disponibles les fonctionnalités, les services sont portés par vos machines virtuelles, ou bien rendre disponibles vos données. Donc, c'est à partir de cette combinaison de domaines de mise à jour et d'erreurs que tous les serveurs ne vont pas redémarrer en même temps. Du coup, vous pourrez avoir tous vos serveurs, vos services toujours disponibles. La deuxième chose, c'est que le domaine d'erreur va détailler les défaillances physiques et l'indisponibilité d'un serveur, d'un rack, d'un data center même. Automatiquement, il y aura une migration vers d'autres zones de disponibilité ou d'autres serveurs, d'autres data centers. Mais ce qui est bien, c'est que directement, il y aura une migration, c'est-à-dire des services de manière transparente vers la zone de disponibilité ou data center disponible. Dans ce cas-là, vous ne ressentirez même pas, vous ne saurez même pas qu'il y a une défaillance sur un data center ou une zone de disponibilité. Donc, c'est ça l'objectif de Microsoft, fournir des SLA de 99,99% afin que vos services soient totalement, hautement disponibles et vous ne regrettez pas votre venue sur le cloud. Et pour rendre encore plus disponible vos machines virtuelles et Azure a encore des fonctionnalités très intéressantes pour chaque serveur. C'est ce qui est appelé la mise à l'échelle ou le scaling. Voilà. Donc, il y a deux types de scaling, donc deux types de mise à l'échelle. Voilà. Donc, généralement, vous allez voir ces deux thèmes-là, le scale up ou le scale down. Donc, ici, il s'agit d'une mise à l'échelle verticale. Son objectif, c'est vraiment de augmenter ou de diminuer la taille des machines virtuelles afin de répondre à une charge de travail qui est vraiment élevée, croissante, ou même qui diminue. Donc, si vous observez que vos machines virtuelles sont surchargées et que cette machine n'en arrive plus à traiter les requêtes, vous pouvez faire euh, de l'augmentation de ressources. Le scale-up, ça va augmenter jusqu'à un seuil, et ou faire du scale down. Donc, à un moment donné, vous observez que euh, vous n'avez plus vraiment assez de requêtes. Voilà, vous pouvez réduire les capacités de cette machine virtuelle. Et pour la mise à l'échelle horizontale, ici, c'est rien d'autre que d'augmenter le nombre d'instances de machines virtuelles pour répondre aussi à, euh, à une charge de travail vraiment élevée. Il y a la possibilité aussi de rendre ça automatique. Donc, le fait d'augmenter le nombre d'instances, le scaling, et le fait de diminuer, c'est le scale out. Donc, vous pouvez configurer euh, la mise à l'échelle automatique. Donc, déjà, vous pouvez le faire manuellement, mais ce qui est plus intéressant, c'est de le faire automatiquement. Voilà. Donc, le fait de faire automatiquement va nécessiter de mettre des règles, des conditions pour que cela s'exécute dans de bonnes normes. OK. Donc, déjà ici, c'est la configuration pour la mise à l'échelle automatique. Vous allez mettre le nombre d'instances par défaut. Donc, quand on parle de nombre d'instances directement, sachez que nous sommes dans la mise à l'échelle horizontale.
OK. Donc, le nombre d'instances par défaut, naturellement, je pense que c'est un. Voilà. Donc, limite d'instance minimum, vous pouvez mettre un. En plus, c'est par défaut, mais c'est un. Et le maximum, vous mettez un seuil. Donc, le nombre d'instances maximum. Sachez que le nombre d'instances est facturé. Donc, par exemple, vous pouvez mettre 5. Seuil d'IC. Donc, la configuration des seuils ou bien de la mise à l'échelle automatique va se faire généralement à partir de des pourcentages d'utilisation de vos UC, du processeur et autres. Donc, si le seuil est supérieur, par exemple, à 70%, vous pouvez dire d'augmenter d'une instance. Et maintenant, si c'est inférieur, par exemple, à 70%, vous pouvez demander de diminuer de deux instances ou bien d'une instance. Et vous pouvez spécifier la durée de la requête, c'est-à-dire supérieur à 70%, augmenter d'une instance. Ça veut dire que si le seuil est supérieur à 70% pendant 60 minutes, augmenter d'une instance. Parce que c'est vrai que ça peut dépasser 60%, mais ça peut dépasser juste pendant 5 minutes. Parce que dans ce cas-là, vous sentez la nécessité d'augmenter à tout moment l'instance. Ça Non. peut être Donc, juste faut un mettre un pic. seuil, pardon, Bon, une durée de ça peut être requête. juste un pic. Un Donc, pic 30 de minutes, peut-être quelques 1 heure de secondes. temps. Donc, c'est pareil pour la réduction. Vous spécifiez un seuil, donc vous pouvez mettre encore 60% ou 70%. Donc, si c'est inférieur à 70%, pendant 60 minutes, diminuez de une instance ou deux instances. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez effectuer cela en fonction d'un calendrier. Vous pouvez mettre des dates de début, de fin. Vous pouvez mettre que, bon, voilà, ça, c'est le week-end. Donc, si vous observez que les week-ends, le trafic vers vos applications baisse énormément, dans ces cas-là, vous spécifiez les périodes et puis euh, la mise à l'échelle va s'effectuer automatiquement. Ben voilà, je crois que c'est terminé pour ce module-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous aurez aussi un lab sur ça. Je sais pas si quelqu'un peut partager son écran pour que